L'Ouzbékistan est bien loin de l'image que beaucoup s'en font. Caché au cœur de l'Asie centrale, ce pays doublement enclavé abrite des cités légendaires de la route de la soie, des femmes modernes qui bousculent les clichés, des stations de métro souterraines dignes de palais, longtemps gardées secrètes, des mines d'or, un pain presque sacré, des fêtes spectaculaires et des traditions qui semblent appartenir à un autre siècle. De la vie nocturne de Tachkent aux bains de vapeur du désert, en passant par des funambules défiant le vide, voici 15 réalités étonnantes de la vie en Ouzbékistan qui pourraient totalement changer votre regard sur ce pays mystérieux. 1. Le mystère du pays doublement enclavé. Situé au centre de l'Asie centrale, l'Ouzbékistan fait partie des 2 seuls pays au monde à être doublement enclavé. Autrefois, il occupait une place majeure sur la route de la soie. Marchands, voyageurs, savants et scientifiques venus d'Europe, de Chine et d'ailleurs y faisaient halte, faisant de cette terre un carrefour de culture et de connaissances. Ce qui étonne aussi, c'est le calme du pays. L'Ouzbékistan n'est pas marqué par les guerres, les coups d'État, les soulèvements ou les scènes d'agitation dans les rues. On n'y entend pas de coups de feu, les explosions ne troublent pas les villes et les visiteurs peuvent se déplacer avec un réel sentiment de sécurité. Même Tachkent, la capitale, est si paisible que certains la trouvent presque trop tranquille. 2. La vérité sur les femmes en Ouzbékistan. Un cliché très répandu présente l'Ouzbékistan comme un pays musulman ultra-conservateur, où les femmes vivraient effacées derrière les hommes, entièrement voilées et totalement soumises à leur mari. Pourtant, il suffit de passer un été à Tachkent pour comprendre que la réalité est bien différente. Les femmes ouzbèques ne couvrent pas leur visage. Lorsque la température atteint 104 degrés Fahrenheit, elles portent des jupes courtes, des jeans, des t-shirts, des hauts courts ou même des tenues sans manches, comme on pourrait en voir à Milan ou à Los Angeles. Les vêtements traditionnels, comme les longues robes en brocart, les hauts brodés ou les foulards, sont surtout réservés aux mariages, aux fêtes religieuses et aux grandes occasions. Ils ne constituent pas l'uniforme quotidien que certains imaginent. Grâce à cette évolution, il devient aussi de plus en plus courant de voir des femmes ouzbèques fréquenter puis parfois épouser des étrangers. 3. La réalité complexe du mariage. On l'ignore souvent, mais la loi ouzbèque interdit clairement la polygamie. Si un homme est surpris à vivre avec plusieurs épouses, même dans le cadre d'une union traditionnelle, il peut être sanctionné par une amende administrative ou faire l'objet de poursuites pénales. Dans les villes, la majorité des habitants rejettent fermement l'idée d'avoir plusieurs femmes. Mais sur le terrain, la situation reste plus nuancée. Le Coran autorise un homme à avoir jusqu'à 4 épouses, s'il est capable de les traiter équitablement. Dans un pays où environ 9% de la population suit l'islam, cette pratique continue d'exister dans la vie quotidienne. Certains hommes organisent un 2e ou un 3e mariage selon la tradition islamique, en présence de proches, d'amis et parfois d'un imam, mais sans enregistrement officiel. Ces unions n'ont aucune valeur juridique. Les secondes épouses ne bénéficient donc d'aucun droit à l'héritage, à la pension ou à une reconnaissance légale. Elles dépendent entièrement de leur mari. Malgré cela, certaines femmes, notamment des femmes plus âgées, divorcées ou veuves, acceptent de devenir secondes épouses pour obtenir une stabilité financière ou sociale, estimant que cette situation vaut mieux que la solitude dans une société où le mariage reste très important. Et vous, qu'en pensez-vous ? Écrivez le chiffre 3 en commentaire si vous aimeriez découvrir une vie entourée de 4 épouses. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, ne vous arrêtez pas au bouton j'aime, appuyez aussi sur le bouton hype juste en dessous. Cela nous aide vraiment à gagner un petit revenu supplémentaire et nous continuerons à vous proposer du contenu passionnant. 4. Un pays assis sur un trésor d'or. Alors que le monde entier s'agite face à la flambée du prix de l'or, l'Ouzbékistan repose littéralement sur l'une des plus grandes réserves aurifères de la planète. Selon les statistiques de l'US Geological Survey, le pays posséderait environ 5300 tonnes de réserves d'or, ce qui le place au 5e rang mondial. Le désert du Kizilkoum,
renfermerait encore 3200 tonnes d'or non découvert, attendant d'être exploitées. En 2024, l'Ouzbékistan a produit environ 120 tonnes d'or. La Chine occupait alors la première place mondiale avec environ 350 tonnes. La Banque centrale d'Ouzbékistan est devenue le deuxième plus grand vendeur d'or au monde, avec environ 25 tonnes vendues chaque année, juste derrière le Kazakhstan. La mine la plus célèbre du pays est celle de Muruntau, située dans le désert du Kizilkum. Il s'agit de la deuxième plus grande mine d'or à ciel ouvert du monde, seulement dépassée par la mine d'or du Nevada aux États-Unis. Peut-être parce que l'or est si présent dans le pays, les femmes ouzbèques apprécient particulièrement les dents en or. Ce n'est pas une simple fantaisie esthétique. C'est une tradition ancienne, perçue comme un signe de richesse et de statut social. Une seule dent en or peut coûter plusieurs centaines de dollars, selon la quantité et la qualité du métal utilisé. Avez-vous déjà aimé ou essayé les dents en or comme certaines femmes en Ouzbékistan? Racontez votre expérience dans les commentaires. 5. L'obsession des bains de vapeur dans le désert. Au cœur des régions arides de l'Ouzbékistan, où la chaleur estivale peut dépasser 104 degrés Fahrenheit, une tradition conserve une place particulière, le hammam, le bain de vapeur traditionnel. À Bukhara ou à Samarcande, certains hammams ont plus de 600 ans. Ces bains en pierre ou en briques, coiffés de toits arrondis, sont conçus pour retenir la chaleur. Les visiteurs entrent dans une salle chaude remplie de vapeur, puis s'assoient ou s'allongent sur le sol de pierre chauffé afin de transpirer. Ensuite, des employés utilisent un savon naturel aux herbes pour frotter et masser le corps, procurant une sensation de détente et de propreté. Le hammam le plus connu est Bozori Khat-Ham, à Bukhara. Construit entre le XIVe et le XVe siècle, il fonctionne encore aujourd'hui. Les hammams de Tashkent et de Samarcande attirent également de nombreux visiteurs. La plupart proposent des salles chaudes, très chaudes et fraîches. Chacun choisit selon sa résistance. Certains restent longtemps dans la chaleur intense, tandis que d'autres préfèrent de courtes séances avant de sortir. En plus des hammams, l'Ouzbékistan possède aussi des saunas de sable chaud dans les zones proches du désert de la mer d'Aral. La méthode est simple, on s'allonge, puis le corps est recouvert de sable naturel chauffé par le soleil, généralement entre 40 et 50 degrés Celsius. Le sable de cette région contient de nombreux minéraux et serait réputé aider contre les douleurs, les problèmes osseux, articulaires et les rhumatismes. Côté prix, une visite dans un hammam traditionnel coûte généralement entre 50 000 et 150 000 soum ouzbeks, soit environ 4 à 12 dollars, selon l'endroit. Les soins supplémentaires, comme le gommage ou le massage, peuvent ajouter quelques centaines de milliers de soum. Dans les hammams de luxe, les tarifs peuvent être 10 à 15 fois plus élevés. Il faut aussi prévoir environ 1 à 2 heures. Pour le sauna de sable du désert, une séance dure plutôt entre 20 et 40 minutes. Au-delà, on pourrait avoir l'impression de cuire sous le soleil. Si vous en aviez l'occasion, choisiriez-vous un hammam traditionnel ouzbek ou un sauna de sable chaud? Dites-le nous en commentaire. 6. Vivre comme un roi avec 10 dollars par jour. L'Ouzbékistan est l'un de ces pays où l'on peut vivre presque comme un roi avec seulement 10 dollars par jour. Il fait partie des destinations les plus abordables au monde. Avec 10 dollars, soit environ 122 500 soums ouzbeks, il est possible de couvrir facilement les besoins essentiels d'une journée. Un pain chaud traditionnel cuit au tandoor coûte moins d'$1. Une brochette de shashlik bien préparée, achetée dans un petit stand local, revient à environ 3 dollars. Le thé noir ouvert est souvent servi gratuitement, et de nombreux vendeurs permettent même de le goûter avant l'achat. Cette générosité reflète l'esprit chaleureux et accueillant de la culture ouzbèque. Pour ceux qui souhaitent rester plus longtemps, les logements restent eux aussi très accessibles. Un appartement meublé d'une chambre dans le centre de Tashkent coûte environ 250 à 400 dollars par mois. En s'éloignant du centre, le prix peut descendre autour de 100 à 150 dollars. L'électricité, l'eau, le gaz et Internet ajoutent environ 40 dollars supplémentaires. Mais cette image a aussi son revers. Les revenus locaux restent modestes.
Le salaire mensuel moyen se situe entre 350 et 500 $. Avec de tels chiffres, beaucoup d'habitants doivent organiser leurs dépenses avec prudence et gérer leur quotidien avec attention. 7. Quand l'Asie centrale refuse de dormir. Le jour, la ville paraît calme, mais lorsque la nuit tombe, elle se transforme en un lieu animé, lumineux et rempli de musique. Les rues tranquilles sous le soleil deviennent des avenues pleines de Chevrolet blanches, images familières du pays, roulant vers les lieux où l'on se retrouve pour s'amuser. Tachkent offre tout ce qu'il faut à ceux qui ne veulent pas dormir. On y trouve des bars élégants sur les toits avec vue sur la tour de télévision, des pubs chaleureux inspirés de l'Europe de l'Est où résonne de la musique acoustique, et des clubs pleins d'énergie où les DJ locaux mélangent deep house et sonorités traditionnelles d'Asie centrale. De nombreux établissements restent ouverts jusqu'à 3 ou 4 heures du matin, et certains cafés accueillent des clients toute la nuit. Étudiants, jeunes adultes et couples s'y retrouvent pour discuter, travailler ou simplement attendre le lever du soleil. Parce que la nuit semble trop belle pour rentrer. Il est aussi intéressant de constater que les femmes qui sortent le soir ne sont pas regardées comme quelque chose d'étrange ou de sensible. Elles apparaissent modernes, sûres d'elles, prenant un verre, parlant travail ou dansant sous les lumières LED. Dans les rues, des musiciens jouent parfois sur les trottoirs. Des filles chantent et tapent dans leurs mains, des garçons jouent de la guitare, et la foule applaudit. L'ambiance peut rappeler Paris ou Madrid. Et si vous pensez que Tachkent devient silencieuse après 11 heures du soir, promenez-vous près de la place Amir Temur ou dans la vieille ville autour du bazar Chorsu. Vous y trouverez encore de petits stands ouverts, des kebabs sur le grill et des gens riant sous le ciel nocturne. 8. Un pain aussi sacré que l'or. Avez-vous déjà entendu dire que le pain est un don de Dieu? En Ouzbékistan, il est si respecté que personne n'oserait le laisser tomber par terre. En observant les pains ouzbeks, on remarque qu'ils sont ronds et non longs ou rectangulaires. Cette forme représente le soleil, source de lumière pour tous. Pour les Ouzbeks, le cercle symbolise la plénitude et l'harmonie. C'est pourquoi la plupart de leurs pains adoptent cette forme. La surface est souvent décorée de motifs floraux minutieux, imprimés à l'aide d'un outil en bois et en métal, appelé chekic. Mais la cuisson peut être risquée. Les boulangers doivent se pencher à moitié dans un tandir, un four en argile chauffé jusqu'à environ 400 degrés Celsius. Ils façonnent la pâte, puis la plaquent contre les parois brûlantes du four. Une seconde d'inattention suffirait pour que le danger ne concerne plus seulement le pain. Lors des mariages, après les prières, les familles des mariés rompent le pain et le partagent avec les invités. Recevoir un morceau est considéré comme un signe de chance. Et certains pensent que cela peut aider à rencontrer bientôt la bonne personne. À la naissance d'un enfant, un morceau de pain est placé dans le berceau sous l'oreiller pour lui souhaiter une vie heureuse. Les familles dont les fils partent au service militaire perpétuent aussi une tradition. Avant son départ, le jeune homme mord dans un pain, puis le reste est conservé à la maison dans l'espoir de son retour sain et sauf. Le pain reflète également l'hospitalité ouzbèque. Dans chaque foyer, il est toujours servi avec le repas. Tachkent elle-même est affectueusement surnommée la ville du pain. 9. La culture du thé au cœur de la vie quotidienne. En Ouzbékistan, le thé n'est pas une simple boisson. Il est le pulse de la vie quotidienne, un geste d'accueil, d'adieu et un lien invisible entre les personnes. Chaque repas commence et se termine par un thé brûlant. Entre les repas, pendant les discussions de midi ou lorsqu'un invité arrive à l'improviste, les Ouzbeks peuvent boire 5 à 7 tasses dans une journée ordinaire. Un détail surprend souvent les visiteurs occidentaux. Les hôtes ouzbeks ne remplissent la tasse qu'avec une petite quantité de thé, parfois seulement quelques gorgées. Les nouveaux venus pensent parfois que c'est un signe d'avarice ou d'impolitesse. En réalité, c'est une coutume raffinée et pleine de sens. Lorsque l'invité redemande du thé, cela signifie qu'il se sent à l'aise et qu'il souhaite rester plus longtemps. Le fait de remplir régulièrement la tasse en petite quantité entretient naturellement la conversation et renforce le lien entre les personnes. À l'inverse, si votre tasse est remplie jusqu'au bord dès le début,
Cela peut être un message discret indiquant qu'il est temps de partir. Dans la vallée fertile et fraîche de Fergana, les habitants préfèrent le thé vert léger, souvent parfumé avec des feuilles de menthe fraîches. Dans la région plus occidentale et désertique du Khwarezm, on apprécie davantage le thé noir fort, bu lentement avec de la confiture maison sucrée ou du pain sec croustillant. Dans certaines communautés, servir le mauvais type de thé pour la région peut être vu comme une maladresse culturelle, un peu comme offrir un café instantané à un Italien ou du vin froid à un Français. 10. Une architecture ancienne en briques de terre toujours vivante. En Ouzbékistan, toutes les maisons ne sont pas faites de ciment moderne, de béton armé ou de briques industrielles. Des dizaines de milliers d'habitations en briques de terre, héritées directement des ancêtres, tiennent encore debout et abritent confortablement des familles. On les trouve surtout dans les régions historiques comme Khiva, Bukhara et Samarcande. Dans la seule ville ancienne de Khiva, à l'intérieur de Lichan Kala, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, environ 250 maisons traditionnelles en briques de terre sont encore en très bon état. Comment sont-elles fabriquées? Les briques sont obtenues en mélangeant de l'argile, du sable, de la paille et quelques autres matériaux naturels. Le mélange est façonné, placé dans des moules, puis séché au soleil jusqu'à devenir solide. Les maisons possèdent souvent des murs épais, de petites fenêtres pour mieux contrôler la température et des toits plats. Beaucoup disposent aussi de cours intérieurs ombragés, remplis de plantes. Ces briques sont utilisées pour une raison simple. Les étés ouzbeks peuvent être extrêmement chauds, atteignant souvent 40 à 50 degrés Celsius, tandis que les hivers peuvent être très froids, parfois sous zéro. Les maisons en terre restent fraîches pendant la chaleur et conservent la chaleur durant le froid, sans dépendre fortement de la climatisation ou du chauffage, ce qui réduit la consommation d'électricité. Ces habitations sont surtout présentes dans les zones désertiques ou semi-désertiques, où le sol est sec et le soleil puissant. Les habitants utilisent la terre locale pour fabriquer des briques pratiques, économiques et faciles à entretenir. Si une brique se casse ou si un mur se fissure, un peu de boue suffit souvent à réparer et solidifier l'ensemble. 11. Le plus beau palais souterrain du monde. Sous les rues de Tachkent se cache ce que beaucoup considèrent comme l'un des métros les plus beaux et les plus originaux du monde. Ce n'est pas seulement un moyen de transport, c'est une véritable galerie d'art souterraine, autrefois classée secret d'État. Après le terrible tremblement de terre de 1966 qui détruisit presque Tachkent, le gouvernement soviétique lança un vaste projet de construction pour créer un réseau de métro. Mais il ne s'agissait pas seulement de rétablir les transports urbains. L'objectif était aussi de faire de Tachkent un symbole éclatant de la modernisation soviétique en Asie centrale, capable de rivaliser avec le célèbre métro de Moscou. Chaque station possède une identité visuelle unique et raconte une histoire différente. La station Kosmonavtlar rend hommage à l'âge d'or de la conquête spatiale, avec de magnifiques représentations de cosmonautes soviétiques éclairés par une lumière bleue presque irréelle, donnant l'impression de flotter dans l'espace. À l'opposé, la station Alisher Navoï incarne l'âme de l'Ouzbékistan. Inspirée par le grand poète national, elle présente un art islamique classique, avec de splendides dômes turquoises et des mosaïques complexes que des maîtres artisans ont mis des années à réaliser. La station Pakhtakor évoque l'âge d'or de la route de la soie, lorsque les marchands traversaient l'Asie avec des marchandises précieuses. Cette influence se retrouve dans chaque détail décoratif. Traverser ces stations, c'est voyager à travers différentes époques et cultures au cours d'un même trajet. Mais le plus incroyable est que, pendant des décennies, il était strictement interdit de photographier le métro de Tachkent. Enfreindre cette règle pouvait entraîner de lourdes conséquences juridiques. La raison? Tout le réseau avait été secrètement conçu pour servir d'immenses abris nucléaires, en cas de guerre ou d'attaque atomique. Les stations furent construites profondément sous terre, avec des murs renforcés et des systèmes sophistiqués de filtration de l'air. Ce n'est qu'en 2018 que l'interdiction de photographier a été levée.
Depuis, ces stations, autrefois protégées comme des secrets d'État, sont devenues des lieux très recherchés par les touristes du monde entier, venus les photographier et les partager sur les réseaux sociaux. 12. Le phénomène de la nation Chevrolet. Si vous arrivez en Ouzbékistan et remarquez que la majorité des voitures autour de vous sont des Chevrolet, vos yeux ne vous trompent pas. En 2019, Chevrolet détenait environ 94% du marché des voitures et petits utilitaires, laissant seulement une infime part à toutes les autres marques réunies. Ici, Chevrolet n'est pas seulement une marque populaire, elle est presque devenue un symbole national en Asie centrale. Depuis 2008, General Motors collabore avec le gouvernement ouzbek pour exploiter une usine à Asaka, capable de produire plus de 250 000 véhicules par an. Cela fait de Chevrolet la seule grande marque automobile fabriquée dans le pays. Comme ces voitures sont produites localement, les acheteurs peuvent les acquérir pour environ 7 000 à 14 000 $, avec la plupart des taxes d'importation supprimées. En revanche, les marques étrangères comme Toyota, Honda ou Volkswagen deviennent beaucoup moins accessibles, coûtant souvent 1,5 à 2 fois plus cher. Les voitures japonaises sont respectées pour leur robustesse et les voitures allemandes pour leur confort. Mais dans un pays où le revenu annuel moyen reste inférieur à 2 500 $, Chevrolet demeure l'option la plus adaptée et la plus fiable pour la majorité des familles. 13. Le pays de l'or blanc et des joyaux du désert. L'Ouzbékistan figure parmi les 5 plus grands exportateurs de coton au monde, représentant environ 4 à 5% de la production mondiale. Ce qui rend cela fascinant, c'est qu'une grande partie du territoire est composée de déserts secs et brûlants, exposés à un soleil intense presque toute l'année, alors que le coton fait partie des cultures les plus gourmandes en eau. Comment une région aussi pauvre en eau peut-elle produire autant de coton? La réponse remonte aux années 1960, à un immense projet soviétique aussi ambitieux que dévastateur. À cette époque, l'Union soviétique décida de transformer l'Ouzbékistan en capitale du coton du bloc communiste. Les 2 plus grands fleuves d'Asie centrale, l'Amou Daria et le Sir Daria, furent détournés de leur cours naturel grâce à un vaste réseau de canaux et de systèmes d'irrigation destinés à arroser des millions d'hectares de champs de coton. Grâce à cette eau puisée dans les grands fleuves, de vastes étendues désertiques devinrent des plantations extrêmement productives. Pendant la période soviétique, le coton était littéralement surnommé l'or blanc. Il rapportait d'énormes revenus à l'État, et presque toute l'économie agricole ouzbèque tournait autour de sa culture. Des familles, des communautés et des régions entières dépendaient de cette production. Mais ce plan agricole a aussi provoqué l'un des plus grands désastres environnementaux du XXe siècle, la disparition presque totale de la mer d'Aral. Avant le détournement des fleuves, l'Amou Daria et le Sir Daria alimentaient cette mer intérieure, alors 4e plus grand lac du monde. À mesure que l'eau était dirigée vers les champs de coton, année après année, la mer d'Aral a commencé à rétrécir rapidement. Aujourd'hui, elle ne couvre plus qu'environ 10% de sa surface d'origine, laissant derrière elle un désert salé et toxique là où vivaient autrefois des communautés de pêcheurs. Mais l'Ouzbékistan n'est pas seulement connu pour son coton. Le pays est également célèbre pour un autre trésor agricole, les melons. Les Ouzbeks disent avec fierté, « Si le coton est notre or blanc, alors les melons sont les pierres précieuses de notre désert. » Depuis des milliers d'années, les agriculteurs locaux exploitent le climat chaud et sec, ainsi qu'un sol étonnamment fertile pour cultiver certains des melons les plus savoureux du monde. Autrefois, les melons ouzbeks étaient très recherchés sur les routes commerciales de la route de la soie. Les marchands les vendaient sur des marchés lointains, et de nombreux récits historiques indiquent qu'ils étaient même offerts comme cadeaux précieux à des rois et nobles de Perse, d'Inde et de Chine, preuve de leur réputation exceptionnelle. 14. L'art vertigineux des funambules. Qui accepterait de marcher sur une corde fine suspendue très haut dans les airs, simplement pour les applaudissements du public? Cela semble insensé. Pourtant, en Ouzbékistan, cette pratique n'est pas seulement un spectacle apprécié, c'est un art respecté
presque aussi important culturellement que le football ou les grandes fêtes de mariage. Cette performance de funambulisme s'appelle darbos dans la langue locale. Elle fait partie des attractions les plus populaires et les plus impressionnantes lors des grands festivals comme Navrouz, les cérémonies de l'indépendance ou les foires estivales de village, qui rassemblent des communautés entières. Il ne s'agit pas de simples acrobaties. De nombreux artistes darbos professionnels marchent avec assurance sur des cordes suspendues à environ 160 pieds, soit près de 50 mètres au-dessus du sol. C'est plus haut qu'un immeuble de 15 étages. Les artistes portent souvent de longues tenues traditionnelles blanches brodées, des chapeaux culturels distinctifs et des chaussures souples spécialement conçues pour poser les pieds avec légèreté, comme s'ils flottaient dans les airs. Ces performances ont lieu sur des cordes tendues entre de hauts bâtiments ou au-dessus de grandes scènes extérieures, pendant que les tambours traditionnels battent le rythme et que des centaines, parfois des milliers de spectateurs retiennent leur souffle en dessous. La pression mentale seule suffirait à déstabiliser la plupart des gens. Mais ces artistes donnent l'impression que tout est naturel. Ce qui fascine encore davantage, c'est que le darbos n'est pas une attraction moderne inventée pour les touristes. C'est une tradition culturelle profonde, transmise avec soin de génération en génération depuis des siècles. Certaines familles se consacrent à cet art depuis plusieurs centaines d'années. Les maîtres forment leurs enfants dès le plus jeune âge, leur enseignant l'équilibre, le courage et la discipline spirituelle nécessaires pour avancer au-dessus de la foule. 15. Un paradis de festival toute l'année. Pour finir, voici ce qui résume parfaitement la joie de vivre de la culture ouzbèke. Bien que le pays soit entouré de paysages désertiques secs et rudes, l'Ouzbékistan possède l'un des calendriers de festivals les plus riches et les plus variés au monde, avec de grandes célébrations tout au long de l'année. La fête la plus célèbre et la plus importante culturellement est Navrouz, célébrée le 21 mars. Elle marque le nouvel an persan traditionnel et le premier jour du printemps. Pendant Navrouz, tout le pays s'illumine avec des danses folkloriques en costumes traditionnels, de grands repas communautaires de plov capables de nourrir des centaines de personnes, et la préparation du sumalak, une bouillie spéciale faite à partir de jeunes pousses de blé. Ce plat doit être remué sans interruption pendant 24 heures, comme un rituel spirituel de purification pour la nouvelle année. En mai, l'ancienne ville de Bukhara accueille le festival de la soie et des épices. La cité légendaire de la route de la soie se transforme alors en musée vivant du commerce d'Asie centrale du Xe siècle. Les visiteurs plongent dans l'univers des marchands médiévaux, avec des étals vendant de la soie tissée à la main, de la poterie traditionnelle, des épices parfumées, des instruments de musique classique et des défilés de costumes dont les modèles n'ont presque pas changé depuis des siècles. L'été apporte la célèbre journée du melon au Karakalpakstan. Les agriculteurs locaux y présentent fièrement des melons gros comme des ballons de football, sucrés comme du sirop et si parfumés que leur odeur reste gravée dans la mémoire. Ce n'est pas seulement une exposition agricole, c'est une véritable célébration de l'héritage rural et de la fierté communautaire. À l'automne, le festival culturel de Samarcande réunit des artistes venus de plus de 50 pays sur la majestueuse place du Régistan. Musique traditionnelle, danse folklorique et défilés de mode inspirés des textiles et motifs d'Asie centrale s'y succèdent, dans un décor presque irréel, avec l'architecture islamique ancienne en arrière-plan. Chaque mois d'octobre, l'Ouzbékistan organise également le prestigieux Festival international du film de Tachkent. Il est devenu l'événement cinématographique le plus important de la région, projetant des films d'art venus du monde entier dans de magnifiques salles de l'époque soviétique, qui ajoutent leur propre atmosphère historique à l'expérience. Voilà donc 15 faits étonnants sur la vie réelle en Ouzbékistan. Des réalités que beaucoup de gens n'ont jamais entendues et n'auraient peut-être jamais imaginées. D'un pays doublement enclavé, mais autrefois connecté au monde entier, à des femmes modernes qui défient les stéréotypes, en passant par des palais souterrains jadis secrets et des funambules défiant le vide,
L'Ouzbékistan est clairement bien différent de ce que la plupart des gens imaginent. Quel fait vous a le plus surpris? L'un d'eux a-t-il changé votre perception de l'Asie centrale ou des pays à majorité musulmane? Partagez vos impressions dans les commentaires. Nous sommes toujours heureux de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour nous retrouver dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que cette découverte vous a plu. Votre soutien compte énormément. Nous vous souhaitons le meilleur.